Nous avons été rejoints par Yves Castéra. Bonsoir, et Patrick Vignal. Bonsoir à tous les deux. Yves Castéra, vous êtes artisan à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Gilet jaune de la première heure. Vous étiez de nouveau mobilisé hier pour protester contre la baisse du pouvoir d'achat. Patrick Vignal, vous êtes député de La République En Marche de l'Hérault. Vous avez été un des premiers de la majorité à aller au contact des Gilets jaunes dès le début du mouvement en 2018. On vient de le voir dans ce reportage, et notamment avec cette aide-soignante qu'on vient d'entendre. Certains Français sont de plus en plus frappés par la pauvreté. Je vais me tourner vers vous d'abord, Yves Castéra. Est-ce que vous avez le sentiment que 3 ans après le début des Gilets jaunes, la situation est encore plus préoccupante ? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est plus dur aujourd'hui ? Moi, j'ai le sentiment qu'effectivement, le mouvement des Gilets jaunes, ça a été une chance pour une partie de la population de rentrer dans la visibilité. Cette population-là a endossé un gilet jaune pour justement devenir visible. Mais cette visibilité, nous voudrions l'étendre jusqu'aux urnes, avec la prise en compte du vote blanc, mais on en parlera certainement plus tard. Oui, là, pour le moment, voilà, sur la situation. Pour en venir à votre question, non, la situation ne s'est pas améliorée, mais elle s'est aggravée sur plusieurs registres. En quoi ? Rapidement. Eh bien, pendant la crise sanitaire, 4 millions de Français sont rentrés dans la pauvreté. Ça veut dire que beaucoup plus de Français sont rentrés aussi dans la précarité. Des étudiants, on a pu constater que des étudiants ont dû abandonner leurs études parce que ne pouvant plus payer leur logement. On s'est rendu compte que les femmes avaient payé un lourd tribut sur cette crise sanitaire parce qu'on sait très bien que dans le monde du travail, la précarité touche aussi les femmes, touche beaucoup les femmes, peut-être même beaucoup plus. Ça, c'est un premier registre. Et le deuxième, je conclurai là-dessus, sur cette question-là, sur le aspect psychologique, nous avons été ignorés, méprisés pendant 3 ans. Aujourd'hui, je suis persuadé que quelqu'un de la REM n'est pas en capacité de citer 3 de nos revendications. Alors, ça tombe bien, parce que nous avons donc un député de La République En Marche sur notre plateau. Vous en avez en tête 3 revendications des Gilets jaunes ? Le RIC, le vote blanc. On en a parlé. Déjà en 2014, je l'ai proposé. Et puis après, c'est vrai que le pouvoir d'achat, mais moi, je vais être très clair. J'ai rencontré plus de 2000 Gilets jaunes dans ma circonscription. On a fait des débats avec une grande concertation co-organisée. Si les Gilets jaunes sont sur les ronds-points, c'est parce qu'il n'y avait plus d'espace démocratique. La fin des partis politiques, où on ne croit plus à la parole politique, les gens qui sont là, il y a 80% qui ne croient pas à ce que je vais dire. Mais déjà, sur la situation économique, sur ce sentiment dont on vient de parler, que les choses en 3 ans ne se seraient pas améliorées et que la situation serait toujours aussi dure, voire plus dure. On ne veut pas être d'accord. Je pense qu'après les Gilets jaunes, le gouvernement a pris conscience qu'on ne peut pas travailler que sur l'économie. Mais à la fois, pour qu'il y ait une réalité sociale, il faut qu'il y ait une réalité économique. C'est-à-dire ? Là, pour certains, madame, ce n'est pas un pouvoir d'achat. C'est un pouvoir de vivre, de survivre. Moi, j'ai rencontré des gens qui, pour 5 € à la fin du mois, qui manquaient, c'était 4 repas. Il y a en France plus de 10 millions de personnes qui vivent à moins de 1 000 €. Alors, les recettes, c'est quoi ? Le chèque de 100 € ne pourrait pas être suffisant aujourd'hui. Pourquoi ? Quand vous êtes un couple, que vous habitez en périphérie de Montpellier et que vous faites 120 km par jour et que vous avez entre 500 ou 600 € d'essence par mois, vous grevez votre pouvoir d'achat. Donc la première des choses, c'était de répondre dans l'urgence avec ce chèque d'énergie, mais c'est repenser la société. On ne veut pas non plus tous les mois donner un chèque. En plus, c'est l'argent des impôts, mais surtout, quelle vision on doit avoir en matière de transition, en matière de Covid, en matière d'étudiants, en matière d'aménagement de territoire. Assez concrètement, déjà pour le moment, justement, le prix de l'essence à la pompe qui flambe, le prix de l'électricité, est-ce que vous avez le sentiment que ça pourrait redonner l'étincelle pour que le mouvement des Gilets jaunes reparte ? On a vu que ce week-end, pour le moment, les mobilisations ne sont pas très importantes. Oui. Est-ce que le prix du carburant va être de nouveau, 3 ans après, l'étincelle, selon vous ? Alors, le prix du carburant ne sera pas l'argument pour que les Gilets jaunes reprennent le combat, puisque les Gilets jaunes ne se sont jamais arrêtés dans le combat. Le mouvement des Gilets jaunes, et là je parle, encore une fois, je veux repositionner ma présence ici, je parle au nom de la Fédération d'associations de Gilets jaunes. Je ne représente pas le mouvement dans sa globalité. Votre badge, c'est ça. D'où le badge. D'ailleurs, le badge, je vous l'expliquerai. Voilà. Et j'ai été mandaté par vote par la FAGG pour parler ici ce soir. Or, le mouvement n'a pas repris. Le mouvement s'est structuré. Vous savez, très rapidement, la première année, c'était la colère.
La première année, cette fameuse goutte de gasoil et d'essence a fait déborder le vase de l'intolérance et de l'outrance. Parce que nous sommes dans l'outrance, parce que vous avez des entreprises du CAC 40 qui font des bénéfices, y compris pendant la crise sanitaire, pendant que la population française rentre dans la pauvreté et dans la précarité. Donc ça, pour nous, c'est insupportable. Alors, il y a ce côté-là. Mais déjà, vous, à titre personnel, le prix de l'essence, qui a augmenté, est-ce que là, ça impacte votre quotidien? Est-ce que ça le rend plus difficile? Alors, je pense que sur cette question-là, vous avez raison, mais je pense que cette question-là, les copines et les copains du reportage ont bien répondu à ça. Effectivement que ça impacte, mais attention, ce ne sont pas uniquement des gens qui vont mettre de l'essence dans leur voiture qui sont impactés. Parce qu'en France, on n'a toujours pas compris que les trains, ça pouvait servir aussi à transporter de la nourriture et du matériel. On transporte toujours avec des camions. Or, le prix de la nourriture, le prix des matériels et matériaux vont aussi subir cette augmentation. Et là, la réponse du gouvernement cette semaine, ce 100 €, cette indemnité classe moyenne ou indemnité inflation, 100 €, on le rappelle, pour les Français qui gagnent moins de 2 000 € net par mois. Est-ce que vous estimez que c'est dérisoire, que ce n'est pas suffisant vu la situation? C'est pire que ça. C'est pire que ça. Je pense que ces 100 €, alors il faut les prendre, hein. On nous les donne, il faut les prendre. C'est une réalité, parce qu'on a besoin de tout, parce qu'effectivement, on a besoin de tout. Mais c'est pire que ça, c'est une insulte. Ces 100 €, ils viennent de quoi? C'est une insulte au peuple français. Ces 100 €, ils viennent de quoi? Ils viennent d'où? Ces 100 €, ils viennent de nos cotisations, ils viennent de notre travail. Ces 100 €, avant qu'on les récupère, partent à la spéculation et font des petits. Donc nous, on ne veut pas les 100 €, on veut les 100 € et les petits qu'ils ont fait derrière. Il est là le problème, c'est que nous, et je conclue là-dessus, nous on a une économie réelle. Et là-dessus, nous travaillons avec les économistes atterrés et nous avons l'appui en termes d'information et de formation de Anisla, qui est docteur en économie au Mirail là, à Toulouse, et elle vient nous apporter toute son expertise. Et effectivement, on se rend compte que la finance et la fiscalité, que la finance vient se servir dans notre économie réelle. Et les 100 €, c'est ça. C'est intéressant de vous entendre, Patrick Vignal, j'allais venir vers vous, parce qu'il peut y avoir aussi le sentiment de la part de votre majorité qu'il y en a peut-être jamais assez ou que ça ne fonctionne pas bien, parce que donc il y a cette indemnité classe moyenne de 100 €. Mais pour rappel, il y a eu plusieurs annonces. En septembre, il y a eu un chèque énergie pour aider les plus modestes à chauffer. Ensuite, en octobre, il y a eu ce qu'on appelle un bouclier tarifaire, c'est-à-dire un gel du prix du gaz et de l'électricité décrété jusqu'à la fin 2022. Et donc cette indemnité classe moyenne. Mais on entend que tout ça ne suffit pas. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Vous savez, quand on fait de la politique, c'est pour changer la vie des gens. Comment peut-on satisfaire qu'il y ait des gens qui dorment dans la rue? Comment satisfaire des gens qui font les poubelles du supermarché pour manger? Et comment on y répond? Je voudrais quand même dire à Yves que on supprime la taxe d'habitation, il y a une prime d'activité, on a augmenté le SMIC, il y a des baisses des charges sociales, on a mis 100 milliards au plan de relance. On n'a pas été très très bon pour les masques au début de la Covid, j'ai pas de souci avec ça. Mais si vous voulez, je pense qu'on ne peut pas toujours dire que ce qu'on fait n'est pas forcément bien. Ce n'est pas suffisant, certes, mais posons le vrai débat. Vous êtes comme moi, chef d'entreprise. On a baissé les charges pour embaucher. Est-ce que le fait de baisser les charges sur une entreprise, ça fait embaucher les gens? Le débat, il est là. Le vrai débat, c'est comment travailleront les collectivités entre elles. Ne parlez pas du vrai débat. Non, mais si, monsieur, parce que... Vous savez, le débat, c'est la défiance aussi. On l'entend. Il y a une difficulté de dialogue. Comment on construit une société avec de la défiance? De la défiance vers le personnel politique, vers la justice, vers la police, vers les élites. C'est pour ça que moi, j'ai voulu aller auprès des ronds-points et me rendre compte qu'il y a des gens qui ont envie de co-construire. Aujourd'hui, on se retrouve avec un personnel politique compliqué. Vous voyez bien, quand même, j'ai envie de le dire aux gens qui nous regardent, vous proposez un chèque, l'opposition propose de baisser les taxes. Enfin, aujourd'hui, les politiques sont venus des têtes de gondole au supermarché où on rase gratuit, on propose un plus. Donc nous, effectivement, on n'a pas tout fait de bien depuis 2017. Le projet d'Emmanuel Macron, c'était de relancer l'économie. Le chômage commence à baisser. Je crois qu'en matière économique, on a fait le job. Mais ça fait 40 ans de lâcheté, maître, pour la justice, pour les services publics. Quand je vois que des candidats veulent supprimer les fonctionnaires et que je vois qu'à Montpellier, il me manque 14 magistrats, qu'il n'y a pas de greffier, ou la greffière qui est de Béziers se retrouve à vivre à Paris pour 1 600 € et à payer un logement à 500 € qui est une chambre de bonne, oui, il y a des choses à faire. Mais ce que j'ai envie de dire à Yves, c'est que venez avec nous. Mais oui, mais comment on fera la société? Avec nous. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Comment voulez-vous qu'on change la société? Vous n'êtes pas dehors. Les ronds-points, vous avez montré que vous étiez visible. Participez à la démocratie. Moi, c'est mon rêve. Vous le savez très bien. Monsieur Vignal, venez avec nous. Monsieur Vignal,
nous avons des propositions et nous avons des actions au sein de la FAGJ. FAGJ qui a monté une coordination nationale avec tous les groupes historiques du mouvement des Gilets jaunes. Et je peux vous garantir qu'au sein de ces groupes, il y a des experts, il y a des analystes qui ont vraiment pointé du doigt ce sur quoi il fallait que l'on travaille. Nous avons travaillé, il y a une mission d'information sur la participation électorale qui est à l'initiative du Sénat, de l'Assemblée nationale. Nous avons demandé de participer aux tables rondes. Eh bien, pour l'instant, lettre morte. On nous a dit, c'est bien, c'est une bonne idée, on nous a répondu. Mais M. Breton, le président de cette commission, toujours rien, quoi. Donc, vous nous demandez de co-construire, on le fait. Réponse, niet. Laissez-moi finir. M. Macron dit qu'il va augmenter le pouvoir d'achat. Il donne sa technique. Cette technique, on ne la veut pas. Parce que sa technique, c'est de baisser les charges et les cotisations sociales. Or, nous savons que par le système des revenus de transfert, nous savons qu'entre le salaire brut et le salaire net, la différence, les charges, les cotisations, pas les charges, parce que les charges, ça connote un poids. Ce n'est pas un poids, c'est notre pouvoir d'achat. Ces cotisations sociales-là alimentent le service public, alimentent la sécurité sociale, alimentent la santé, alimentent le chômage, alimentent les accidents de travail. Or, aujourd'hui, depuis 20 ans, on assiste à quoi ? C'est que la différence entre le brut et le net augmente, que pendant 20 ans, alors il n'y a pas que M. Macron qui est impliqué dans cette affaire-là, évidemment. Mais je ne sais pas si on vous mettra d'accord, mais juste sur le pouvoir d'achat... Je peux finir ma démonstration, s'il vous plaît ? Rapidement, parce que malheureusement... Très rapidement. Pendant 20 ans, on a fermé 200 lits d'hôpitaux par mois depuis 20 ans. Et depuis la crise du Covid en 2020, on a fermé 5 000 lits d'hôpitaux. Pouvoir d'achat. Mais c'est notre pouvoir d'achat, les services publics. Essayez d'avoir une vision un peu objective chiffrée du pouvoir d'achat, s'il augmente ou pas en France, et pour qui. L'INSEE, Bercy, a fait cette étude, plus 8% depuis 2017 d'augmentation du pouvoir d'achat en moyenne pour les Français, 2 fois plus que sous Nicolas Sarkozy et sous François Hollande, plus 8%. Maintenant, qui en bénéficie ? C'est là le nerf de la guerre. Est-ce que les classes moyennes et populaires en ont bénéficié ? Oui, d'après les économistes, mais beaucoup moins que dans les proportions que les Français les plus aisés, les ménages les plus aisés. J'ai un chiffre à vous donner. Entre 2017 et 2018, plus 27% de gains de revenus pour le 10e des Français les plus riches, plus 27% pour le sommet de la pyramide, effet flat tax et effet aussi ISF supprimé. Est-ce que, Patrick Vignal, vous estimez que vous avez raté votre cible ou réussi votre cible ? Vous savez, on rate les cibles quand on se rend compte qu'il y a encore des gens qui, effectivement, vivent sous ce seuil de pauvreté. On va être clair. Moi, j'ai carrément dit, pour l'ISF, qu'il fallait l'évaluer. Le vrai débat qu'on a toujours en France, c'est comment, à un moment donné, on peut avoir un outil de production. Vous disiez, cher monsieur, vous êtes artisan vous-même, vous avez du mal à embaucher. Moi, j'ai des entreprises qui me disent, je ne peux pas embaucher parce que les charges sont trop chères. Pour qu'il y ait une réalité sociale, il faut qu'il y ait une réalité économique. Alors, quand on fait le point de ce quinquennat, moi, j'étais au Parti socialiste. Je suis parti parce que j'ai pu supporter les frondeurs qui passaient le temps à régler des problèmes entre chapelles et ne pas s'occuper des problèmes des citoyens. Aujourd'hui, on avait démarré en 2017 sur l'économie. C'était relancer l'économie, la Start-up Nation, la team entreprise. Bon, arrive la crise des Gilets jaunes, qui pour moi est salutaire pour la réflexion. Arrive la réforme des retraites, arrive le Covid. Et je me rends compte aujourd'hui qu'au niveau de la majorité, on commence à changer de paradigme. J'étais vendredi avec le Premier ministre Jean Castex sur la ville de Sète. Ils sont conscients des difficultés. Quand je parle, moi, de réenchanter les territoires, j'ai visité 150 villes en France depuis 2017. J'ai vu la pauvreté des villes. Je peux vous parler de Carcassonne, de Béziers, de Narbonne. C'est des véritables mouroirs, alors qu'il y a de la possibilité. Le vrai débat, c'est pas uniquement donner un chèque pour l'éternité, c'est comment on va vivre. On ne peut pas continuer à avoir ces villes. On a besoin d'avoir des spectacles, des cinémas, des marchés. Cher monsieur à Tarbes, la présidente de région est en train de mettre 3 tanks à l'hydrogène pour que vous ne puissiez pas payer vos déplacements. Et puis les passoires énergétiques, monsieur, parce qu'on y est aussi. Les gens dans les habitations HLM, HLM, ils payent autant de loyers que de chauffage. Attaquons-nous à la racine. C'est un vrai projet, c'est de l'espérance. Sinon, on n'arrivera pas à s'entendre. Moi, mon objectif, c'est pas de tout changer. C'est avec vous qu'on peut changer les choses. Rapidement. Oui, très rapidement, en 2 mots pour répondre. Très rapidement, on est en train d'assister à la privatisation de la SNCF. Donc, moi, je veux bien entendre tout ce discours-là, c'est très bien. Moi, je pense que
très rapidement, vous êtes un peu en train de perturber un peu le discours, parce que vous vous positionnez comme un parti humaniste, alors que vous mettez au centre de tous vos dispositifs la finance. On le voit bien, sauf que ce soir, on n'aura pas le temps de détailler là-dessus. Ouais, mais on n'arrivera pas à vous mettre d'accord, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir voulu débattre. J'avais envie d'entendre Marie Dosé sur ce sujet, ce mouvement des Gilets jaunes. Brièvement, je sais que vous l'aviez suivi un petit peu à l'époque de près. Qu'est-ce que vous évoquent les témoignages des Français qu'on a pu entendre ce soir? Moi, je viens de Commercy, une belle histoire. On a fait l'ADA à Commercy. Voilà, une très très belle histoire des Gilets jaunes. Et je pense qu'il faut avoir l'humilité d'écouter. Et je suis toujours assez bouleversée par ce que j'entends de votre part. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de C'est Politique. Merci Marie Dosé de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission.